vous allez voir que cette haine du public et de l'État, en fait, c'est la France. Je veux dire que même depuis l'époque turque, quand on dit beylik, c'est à la fois l'autre, mais en même temps l'ennemi. Hein, c'est ça. Le beylik, c'est l'autorité ottomane par excellence. Donc c'est tout ça, tout ce travail d'inculcation de ce qu'est l'État, de ce que l'on doit faire pour que l'État soit fort, mais de l'autre côté, il faudrait aussi que l'État assume, prenne ses responsabilités pour exiger de chacun, voilà, pour lui permettre un certain nombre, oui, la santé, l'école, les routes, bon, c'est pas normal, si vous voulez, qu'il y ait des villes sans trottoir, c'est pas possible, des routes, bon, mais normalement, c'est du devoir de l'État, mais aussi du devoir du contribuable qui doit payer pour que, je sais pas moi, qu'un immeuble soit en bon état, qu'une route soit normale, qu'un trottoir ne soit pas complètement, voilà, c'est un peu ça, voilà, c'est un peu cette idée-là, ce va-et-vient justement entre les deux. Et puis, si on se fonde par exemple sur les travaux des anthropologues, c'est que justement, en Algérie, on est passé de la colonisation à un socialisme mal compris, mal digéré, mal fait, en fait, à un capitalisme, je veux dire, qui a ni queue ni tête. Et quand on se fonde sur les travaux, justement, de ceux qui ont travaillé sur la société européenne, c'est que le capitalisme a une histoire. Le capitalisme n'est pas né du jour au lendemain. Le capitalisme est né à partir de la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on va passer de l'agriculture à l'industrie, à la finance et à l'entrepreneuriat. En Algérie, donc, on est passé de la guerre à la perte de l'agriculture parce que, comme je vous dis, le traumatisme a commencé au siècle dernier, avec les dépossessions, tout ça, enfin, bon, vous savez, un rayon là-dessus. Ensuite, avec la guerre, les déportations des populations, quand on déplace des villages entiers, hein, c'est à peu près, il faut compter environ 2 millions de personnes qui ont été regroupées. C'est-à-dire qu'on va les arracher à leur terre, on va les arracher à leur bête, on va les arracher à leur rythme, même le rythme temporel, je veux dire. Hein. Les gens qui avaient l'habitude de se coucher à la tombée du soleil et se réveiller à l'aube, ils vont perdre tous ces rythmes-là. Hein. Donc cette perturbation, ce traumatisme dont sont victimes les pays en guerre, eh bien l'Algérie est passée par là. Et donc du jour au lendemain, quand il va y avoir la politique agraire, on va dire, de l'Algérie, cette réforme agraire, eh bien les populations sont déjà traumatisées, elles sont déjà déstructurées, et en plus, elles n'ont pas été formées à la politique socialiste. Hein, enfin, je ne sais plus avec qui je discutais là, eh bien, les socialistes vont former leur population pour comprendre ce qu'est le message. Or, en Algérie, du jour au lendemain, ils se retrouvent socialistes, alors que eux, dans l'esprit de beaucoup, hein, même certains, je veux dire certains petits anciens maquis, je ne parle pas des grands, certains petits anciens, c'est-à-dire des frères qui ont intégré le maquis, pour eux c'était quoi? C'était récupérer leur terre, vous voyez? Donc c'était tout un travail d'inculcation qu'il fallait faire, qui n'a pas été fait. Et là, ils se retrouvent du jour au lendemain dans un système capitaliste. Mais un système capitaliste sans histoire. Hein? Normalement, on doit les aider à la petite entreprise, on doit les aider à la gestion de l'économie capitaliste. Eh bien, de tout ça, rien du tout. Donc on va se retrouver dans une histoire d'accumulation du capital, sans respect des règles du capital. Vous voyez? Si on remonte par exemple au capitalisme libéral, eh bien vous allez voir, on peut être pour ou contre, mais le capitalisme libéral, il a des lois, il a des règles, et il y a même une forme d'humanisme. Donc avec M. Fetmouche, on parlait des subventions. Par exemple, le système capitaliste vraiment le plus capitaliste, ce sont les États-Unis. Mais vous allez voir que toutes les entreprises, sans exception, ont toujours une part qui nourrit les fondations. C'est toujours comme ça. Donc, et par exemple, toutes les bourses que les jeunes américains ont, ils n'ont pas, ce ne sont pas des bourses d'État, ce sont donc des bourses d'entreprise. Toujours, vous voyez? Et toute la recherche est prise en charge par justement ce capitalisme-là. Parce qu'ils ont compris pourquoi cela. C'est pas simplement de la générosité, mais ils ont compris que si mon entreprise doit tourner, eh bien, je vais investir, je vais donner des bourses aux meilleurs des étudiants, mais je les récupère
pays, c'est pas simplement un cumul, c'est pas simplement ramasser de l'argent, c'est avoir de la culture, c'est avoir de la santé, c'est avoir, j'en sais rien moi, du tourisme, mais tout ça, il faut que la société fasse ce qu'il faut. Et là, par exemple, on a un système d'État aux États-Unis qui n'est pas du tout le système européen. L'État investit peu, mais les fondations, beaucoup. Et il récupère ça. Donc nous, on n'a pas tout ça. Nous, on croit simplement, voilà, les Américains qui travaillent, time is money, et puis c'est tout. Donc on travaille, on produit de l'argent, et cet argent-là, il sert à s'enrichir, mais jamais à investir de façon intelligente, vous voyez. Donc voilà un peu, si vous voulez, comment un capitalisme est né, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays, hein, dans d'autres pays d'Afrique et ailleurs, eh bien, on arrive donc à avoir un espèce de décalage, des fortunes immenses, une pauvreté immense, et une classe moyenne complètement... non, mais elle est perdue. Elle ne sait pas où donner. En fait, c'est la classe moyenne qui fait une société. Ce sont les classes moyennes qui nourrissent normalement les classes aisées. Ce sont les classes moyennes qui servent d'intermédiaires entre les très riches et les très pauvres. Vous voyez? Donc c'est ça, moi, qui me pose problème. Vous voyez, c'est ça qui me pose problème. Et voilà un peu ce que va décrire l'anthropologie, ce que va montrer l'anthropologie, le mode de fonctionnement de la société. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui existe? Et alors là, je peux travailler sur les femmes, je peux travailler sur les jeunes, je peux travailler sur les riches, je peux travailler sur les pauvres, je peux travailler, je n'en sais rien moi, sur tout ce que vous voulez. Mais en travaillant sur tous ces gens-là, qu'est-ce que je fais? Ben, je rends visible, je montre, je démontre comment ça fonctionne. Et ça, on n'aime pas. Mais en réalité, on n'aime pas, c'est une politique de l'autruche. On n'aime pas parce que ça ne rend pas service aujourd'hui, mais en réalité, on devrait pouvoir aimer. Pourquoi? Parce que, normalement, une société responsable, des États responsables, ils devraient financer ces recherches sur le terrain pour pouvoir précéder la crise. Je me souviens, quand il y a eu la guerre d'Irak, bien les Américains avaient leurs chercheurs déjà sur le terrain. Leurs chercheurs qui parlaient l'arabe, qui savaient comment fonctionnait la société irakienne et qui savaient ce que leur pays devrait faire en cas de guerre. Alors pourquoi, d'après vous, eux le font et ici, on ne le fait pas? Et là, par exemple, là aussi je dis c'est une politique de l'autruche. Pareil, pourquoi ce que vous avez dit sur moi me touche, mais en réalité, ça ne me touche pas. Parce que ce que j'ai fait est normal. Pour vous, c'est anormal dans un pays où les choses ne sont pas normales. Mais pour moi, c'est tout à fait normal. Je fais mon travail. Comme monsieur fait son travail, comme monsieur fait son travail. Donc on est là, voilà. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça devient extraordinaire parce que j'ai pris ça toute seule et j'ai pris des risques et je suis là. Mais normalement, il devrait y avoir des centaines de personnes comme moi et le public devrait être constitué de ces gens-là pour qu'il y ait un débat. Pour que moi je dise ce que j'ai fait, l'autre il dit ce qu'il a fait et on met nos connaissances en commun et voir comment on peut faire avancer cette société. Et c'est pour ça que je vous disais, très franchement, revenir au mode ancien de la société kabyle. Et chaque village est un véritable musée, chaque village a une véritable recherche, chaque village a une véritable mémoire. C'est pas simplement par passéisme. Hein. Moi, la société kabyle, oui, parfois rétrograde, parfois dure, et nous les femmes, nous savons ce que c'est. Mais je dirais nous les femmes et les hommes aussi. Les hommes aussi, certains, en tous les cas, les hommes aussi, ont pu souffrir. Mais là, c'est un peu toutes les sociétés. Et nous, ce qu'on fait, c'est comment la faire avancer. Comment voir ce qui, dans le passé, peut être utile, peut servir à faire avancer. Et dans ce passé-là, comme je vous dis, par rapport à l'agriculture, nos ancêtres en savaient un rayon. Donc, par exemple, ça ne sert à rien d'aller envoyer quelqu'un aller en Italie ou en Espagne. J'ai vu des gens payer des bourses pour apprendre l'apiculture. Moi, vous l'envoyez chez mon arrière-grand-père qui a été apiculteur depuis je ne sais pas quoi, il apprendra beaucoup mieux que lui comment faire de l'apiculture en Algérie, comment faire un tas de choses. J'ai cité cet exemple parce que je le connais. Il y a plein de choses qu'on peut récupérer de notre passé. Par exemple, si vous prenez la maison kabyle ancienne, pourquoi
extraordinaire, nuls, sans, je ne sais pas quoi, pourquoi ils ne retapent pas les maisons traditionnelles. Ils peuvent avoir du confort, mais à l'intérieur de cette maison. Et savoir que ces maisons sont écologiques. Si j'étais restée dans une maison traditionnelle, je ne souffrirais pas de rhumatisme. Et c'est vrai, je ne plaisante pas. Ce sont donc des maisons qui sont reconnues partout dans le monde, sauf là où elles devraient l'être. Vous voyez? Et si on construisait des maisons, je sais, en tourbe, mais je ne dis pas qu'il faut, on peut l'améliorer, on peut l'arranger et tout. Pourquoi ne pas partir de ce qui est à soi et le rendre moderne, et le rendre agréable, et avoir je sais pas moi, avoir une salle de bain, vous voyez, c'est ce sont ces choses-là. Et pareil, on parlait tout à l'heure pour la nourriture, c'est la même chose. Jamais en Kabylie on a mangé de la viande tous les jours, jamais. Ça s'est jamais vu. Les plus riches le mangeaient une fois par semaine. Donc, et ça n'a pas tué les gens, ils ne manquaient pas ils manquaient de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils retrouvaient tout ce que la viande pouvait fournir, ils le retrouvaient dans les légumes secs, ils le retrouvaient dans un tas de choses. Et par exemple, si je passe par exemple sur les conserves, ben, vous savez que vous allez acheter des tomates confites. Quand j'ai vu ça, j'étais sidérée. Des tomates confites qui coûtent 10 € le kilo. Et moi, chez moi, on les fait des tomates confites. Ce sera là une tomate riche. Ce sera là, et puis il la garde et il la ressorte en hiver. Alors aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des gens qui achètent des tomates confites. Je dis, c'est pas possible. Alors ce sont des choses que l'on a, que l'on néglige, alors que c'est un savoir qui devrait se transmettre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Et pourquoi? Parce que là, c'est un savoir qui fait partie d'une culture, qui fait partie d'une identité que l'on a perdue par domination culturelle. Parce qu'à un moment donné, on a dit à ces populations-là, vous êtes des archaïques, vous ne savez rien, et donc on va vous apporter la modernité. Or, cette modernité, c'est une modernité mal gérée, mal connue, et encore une fois, je vous dis, on n'en a pas les moyens. C'est-à-dire les moyens vraiment adéquats. Alors, autant garder ce qu'on a, sans perdre ce qu'on n'a pas. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est tout ça l'anthropologie. Et je disais encore pourquoi le rejet de l'anthropologie. Autre chose, c'est que justement, depuis la fin du siècle dernier, et surtout depuis les années 50, tous les chercheurs du monde entier, il y en a les plus grands, ont travaillé sur le monde berbère, comme par hasard. Vous prenez Bourdieu, vous prenez Tillon, vous prenez Jeanne Favret, vous prenez Camille Lacoste du Jardin, je passe sur Anatole Masqueret ou Nanafé. Berck, les structures du Haut Atlas, qui encore Gellner, sur le Haut Atlas aussi, qui encore Hart, mon copain, tout lequel François Pouillon, un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Michel Ténet. Oui, donc mais je prends vraiment les plus grands qui ont publié. Hein. Eh bien, vous allez voir que tous ceux-là ont travaillé. Comment? Basset, évidemment, ça c'est la langue. Hein, ça c'est la langue. Moi je parle anthropologie. La langue, on va s'intéresser à la langue un peu partout, ça c'est quelque chose. Mais je parle hein? Oui, je le sais. Donc vous avez les noms phares de l'anthropologie sont intéressants au monde berbère. Pourquoi? Parce que justement, ils vont découvrir dans ces sociétés berbères, que ce soit en Algérie, surtout au Maroc, et un peu chez les Touaregs, parce que ça a été plutôt des linguistes, mais quand même, eh bien, ils vont trouver justement les anciennes structures de la Méditerranée. C'est important ça. Et pourquoi? Et là, je ne jette. Enfin, il ne faut pas prendre ce que je dis comme d'opposition. Moi, je crois que tous les peuples sont dignes de respect, toutes les cultures sont dignes de respect. C'est pas ça le problème. Mais c'est très intelligent, c'est normal. Pourquoi? Parce que si on veut étudier les Arabes, on ne va pas aller en Algérie. C'est absurde. Ben, si je vais étudier les Arabes, je vais en Arabie, je vais au Yémen, là, ou alors si je vais étudier le français, je ne vais pas aller au Canada, ou je ne vais pas aller, j'en sais rien moi, au Maroc ou en Algérie, même si on parle français, je vais en France, voilà, au cœur de... Voilà. Et là c'était pareil, chez eux, on a envie donc, ils ne vont pas travailler, alors, et là ça va créer des espèces de jalousie. Les arabophones, ou même les orientalistes, c'est-à-dire que ce sont donc des Français en général, qui font dans leur état de dire l'Orient. L'Orient c'est important,
Ben, le Maghreb, c'est vraiment rien. C'est un arabe acculturé, c'est un arabe dénaturé, c'est des gens sans culture, c'est des gens métissés. C'est pas intéressant. Donc, on va attaquer ces gens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour étudier le berbère, y compris Réromien, ils ont dû se battre. Ils ont dû se battre pour avoir leur morceau de terrain, pour montrer que c'est une civilisation digne d'exister. Et là, comme je vous ai dit, les plus grands vont travailler soit sur la Kabylie, soit sur le Maroc, pour montrer justement qu'il y a des structures anthropologiques très anciennes, parfois il y a des liens bien sûr avec le Moyen-Orient, c'est normal, c'est des humains, donc il y a des choses qui sont pareilles, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes, vous voyez. Et là, voilà, donc là, Germaine Tillon, elle a très bien défendu comment la cité kabyle, qui est un peu sur le même modèle que la cité grecque, ça ne veut pas dire que les Kabyles ont été copiés les Grecs, c'est pas ça. Ça veut dire simplement que c'est un modèle civilisationnel qui, à un moment donné, on peut se copier, mais peut-être aussi que c'est les Berbères qui étaient les plus anciens, que c'est les Grecs qui ont copié les Berbères. C'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, il y avait des éléments de comparaison. Et il y a un autre, alors comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'était un grand monsieur qui était doyen de la faculté à Alger et qui fait de l'anthropologie juridique. Et qui a montré justement par A plus B que les femmes grecques faisaient des youyous exactement comme les femmes kabyles. Et aux mêmes circonstances. Je l'ai publié dans Oual, son article. Il disait en marge d'Hérodote, les youyous des femmes berbères, il démontrait justement la même chose, le même mode de fonctionnement, la même. Par exemple, vous trouvez chez les Kabyles, il y a une mixité, mais en même temps une espèce de séparation des sexes, les hommes et les femmes. Ils peuvent être ensemble, mais en même temps il y a des divisions. On ne peut pas être ensemble à tout moment et en faisant n'importe quoi. Exactement comme chez les Grecs, vous voyez. Et par exemple les rituels, hein, le sacrifice du taureau noir, certaines croyances et tout. Et bien toutes ces choses-là qu'aujourd'hui, bien sûr, on les classe dans les superstitions, ben, ça faisait partie des modes de croyance des gens de cette époque-là. Donc ça montrait un peu l'ancienneté de la culture amazigh. Cette ancienneté qui va plus avant que les Grecs ou que les Romains, plus avant, puisque malheureusement, on ne peut pas tout faire. J'ai un ami archéologue justement qui est tunisien, un berbère tunisien, qui était venu faire des cours à mon séminaire, il nous a montré des choses d'il y a 2 millions d'années. Il y avait déjà des sanctuaires, il y avait déjà des marques de berbérité, et que l'écriture, il y avait l'écriture tifinagh dans le nord, elle a disparu, elle était à un moment elle a disparu, et on le retrouve dans le sud, et ce qu'il manquait, c'est comment les gens du nord en communiquent, oui, en communiquaient le sud. Et on a, par exemple, il y avait une espèce de temple construit en l'honneur de Massinissa, qui ressemblait à une espèce de minaret maghrébin. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une empreinte qui va très loin, tout en étant musulmans, puisque les berbères sont islamisés. Ils n'avaient pas tout perdu. C'est pour ça que, tout à l'heure on parlait d'architecture, l'architecture est aussi une marque d'identité. Elle montre comment vivent les gens. Elle montre comment, quel est le matériau, comment ils conçoivent cette architecture, comment par exemple cette idée très géniale, bon aujourd'hui bien sûr elle est dépassée, pourquoi les berbères c'est pas simplement parce qu'ils étaient sauvages. Eh bien, les animaux, on l'a démontré par Afrisbé, eh bien oui, c'était justement une production d'énergie. Voilà, des animaux domestiques. Aujourd'hui, en sous-nord, ils font coucher leurs chiens et leurs chats dans leur lit. Oui, bien sûr, on n'en rit pas. Pourquoi? On devrait en rire. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, des fois, ils mangent la même assiette, hein. C'est pas de problème. Et là, une vache qui dort. Oui, et pourtant, la vache, c'est quelque chose de très important. Voilà, je veux dire, elle est presque sacrée, vous voyez. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça, l'anthropologie, c'est ça. Ça sert à revoir tous ces mécanismes, ça sert à montrer à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, et on peut faire de tout dans l'anthropologie, justement. Il n'y a rien est à négliger. Vous voyez, donc, et c'est très minutieux. Je vois là en Algérie, bien évidemment, on peut en rire,
ben, il y a plein d'anthropologues qui naissent, mais évidemment sans aucune formation, ils se déclarent anthropologues. Ils se déclarent, tiens, comme ça, alors que c'est toute une formation, c'est tout un savoir, c'est toute une connaissance, il y a des branches de l'anthropologie, voilà, il y a des choses... vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui passent un an chez les Esquimaux pour voir comment est-ce qu'on peut vivre. Évidemment, il y a d'autres qui passent un an dans le désert. Et, par exemple, il y a un travail, je crois qu'il a été publié ici, un livre de Marc Saugaste sur survivre dans le désert. Donc il a fait tout un travail, rien que ça. Qu'est-ce qu'ils font les Touaregs en quelle disette? Des choses simples. Alors, vous découvrez un tas d'animaux, un tas de branches, un tas de... les arbres, non mais les racines, ben, ils savent tout de la nature. Ce qui est vénéneux, ce qui ne l'est pas, ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui procure de la source. Donc oui, ça, tout ça, c'est une connaissance. Et bien sûr, imaginez, touchant du bois, je sais pas, une guerre quelconque, et ces populations-là se retrouvent sans rien. Ils savent très bien comment il faut faire. Vous voyez? Et voilà. Et le fait, par exemple, quand ils ont soif, ils boivent du chaud, nous on boit du froid, ben c'est eux qui ont raison sur nous. Parce que, bon voilà, ils ont fait cette expérience-là. Voilà, en gros, si vous voulez, ce que c'est que l'anthropologie, ce qui vous amène à faire l'anthropologie, et je dirais que l'anthropologie, humainement, c'est vraiment la connaissance et l'amour du prochain. Voilà ce que j'avais à dire en guise d'introduction. Si vous voulez que je continue, je continue.